tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est plutôt une vidéo thématique tournée autour d'une maison d'édition que je souhaitais absolument mettre à l'honneur parce que c'est une maison d'édition dont j'ai presque lu tous les ouvrages et dont j'adore le travail et ça me ferait plaisir de leur faire un peu de lumière à ma moindre mesure. Mais si ça peut leur donner un petit coup de projecteur, ça me ferait grandement plaisir. Je voulais donc parler des éditions d'Alva qui ont pour leitmotiv Les femmes écrivent le monde. C'est une maison d'édition qui a été fondée en mai 2021 par Juliette Ponce et qui ne publie que des femmes, que des écrivaines, surtout contemporaines. Je crois qu'il y a quand même une ou deux autrices un peu plus anciennes, mais c'est surtout des autrices contemporaines et qui donnent leur vision du monde, leur vision de certains sujets d'actualité de la société. C'est une maison d'édition qui publie des autrices françaises comme étrangères et qui ne publie qu'une dizaine de livres par an. En tant que libraire, c'est quelque chose que j'apprécie grandement parce qu'on est assailli par les sorties. Il y a à peu près 100 000 sorties par an, donc 10 livres par an, je trouve que c'est pas mal. Ça laisse le temps de défendre les livres, de les laisser sur table le plus longtemps possible et surtout de ne pas encombrer les libraires et les librairies parce que quand on a des maisons d'édition comme Flammarion et Gallimard qui publient je ne sais pas combien de livres par an, avoir une petite maison d'édition qui soigne ses publications et qui choisit pointilleusement et soigneusement ses autrices, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est né d'un désir de Juliette Ponce dont je vous parlais. Elle s'est rendue compte qu'il y avait 65% d'hommes publiés contre 35% de femmes publiées et surtout que dans les prix littéraires, les femmes étaient en sous-nombre important. Donc elle a eu à cœur de publier les autrices pour les mettre en avant et pour faire entendre leur vision du monde et leur voix, tout simplement. Dans une interview faite pour la revue Le Matricule des Anges, qui est une revue littéraire, Juliette Ponce a donné une interview pour présenter les jeunes éditions d'Alva en 2021 et elle dit notamment que les éditions d'Alva doivent leur nom à Jim Harrison, son roman éponyme d'Alva. Elle dit ces mots qui résument, je trouve, très très bien sa maison d'édition. D'Alva a été un choc de lecture et elle a continué à incarner des thématiques que j'ai à cœur de faire vivre dans le catalogue de la maison d'édition, un lien au vivant, une manière d'intégrer le paysage et le monde sauvage à la fiction, de creuser la question de l'altérité. Et je trouve que ça résume grandement tous les ouvrages que j'ai lus de cette maison d'édition, qui sont majoritairement tous soit des très bonnes lectures, soit des coups de cœur, mais en général c'est toujours percutant. Même quand j'ai pas trop aimé, c'était quand même des lectures qui étaient très impactantes et qui questionnaient quelque chose. Je trouve qu'on ressent qu'elle publie peu, mais qu'elle publie bien. C'est une maison d'édition qui publie peu d'essais, mais qui en a publié quand même un petit peu, et qui publie surtout des romans et un petit peu d'autofiction aussi. Ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ces maisons d'édition, c'est la variété des origines de leur autrice. On a de la littérature française et de la littérature étrangère, mais dans la littérature étrangère, on a de toutes les origines, et ça, on n'a pas que la littérature américaine, et ça, je trouve ça très très appréciable. Typiquement, on a de la littérature japonaise, mexicaine, australienne, là il va y en avoir un que ça va être norvégien, je crois, il y a allemand, enfin, vraiment, elles sont de toute origine, et je trouve ça vraiment très bien, parce que du coup, on a une vision du monde qui est très très large, parce que ce soit dans les essais ou dans les romans, ça donne à voir toujours un lieu, une nature, et c'est hyper fort de découvrir des ouvrages qui parlent d'îles écossaises, qui parlent de Tasmanie, qui parlent de nucléaire au Japon, qui parlent de plein de sujets variés, mais je trouve avec beaucoup de justesse. Parmi cette maison d'édition, dont j'ai lu, je vous dis, je pense, une bonne majorité des ouvrages, il y en a trois dont j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo, et d'en évoquer brièvement certains à la fin, parce que j'ai quand même envie de... Trois, c'était un peu trop peu, mais c'est mes trois préférés de cette maison d'édition, mais j'en ai lu d'autres qui étaient très bien, donc à la fin je ferai juste un petit point sur quelques autres romans qui sont quand même à découvrir. Et le premier dont je voulais vous parler, c'est L'Octopus et moi de Erin Hortel, désolée pour les noms de famille, traduit par Valentine Leys, donc qui est traduit de l'anglais et notamment de l'Australie, parce que l'autrice est australienne, c'est logique, et elle vit en Tasmanie, donc sur une presqu'île. C'est son premier roman et ça a été pour moi, je pense, peut-être le premier ou un des premiers romans qui m'a vraiment fait apprécier grandement cette maison d'édition. Dans L'Octopus et moi, on va suivre plusieurs points de vue, mais surtout deux points de vue. Le point de vue de Lucie, qui est une jeune femme en pleine reconstruction après un cancer du sein, et le point de vue de créatures maritimes, notamment le point de vue d'une pieuvre, qui vont être un peu le point de départ de ce roman. En fait, on commence le roman dans la tête de la pieuvre. Elle essaie de faire une traversée pour rejoindre la mer et elle va être percutée par quelque chose, Lucie, qui va, suite à cet accident, perdre ses implants mammaires qu'elle avait eu suite à son cancer du sein et qui va décider de ne pas en remettre. Et c'est un peu sur le roman est un peu sur toute cette
ce lien-là, le lien à la nature, parce elle va devoir se reconstruire, le lien, enfin une question d'émancipation aussi, l'émancipation par rapport au regard des autres, par rapport au corps de la femme qu'on a l'habitude de voir et comment on fait après une grande maladie. Et c'était très beau, on est vraiment dans un... Je pense qu'on peut parler aussi de romans écoféministes, parce que la nature, bon, comme dans beaucoup des romans des éditions d'Alva, la nature a une place centrale, voire primordiale. Là encore plus qu'il y a des personnages qui sont des animaux, mais c'est surtout qu'elle se reconstruit avec la mer, avec la nature, avec la pieuvre notamment, il y a un lien à la pieuvre assez fort. Et en fait, les thématiques de l'impact humain sur la nature sont évoquées, l'impact aussi de comment on peut... les traditions, comment on a les traditions qui s'ancrent dans la vie d'aujourd'hui. Des fois, il y en a qui sont plus vraiment d'actualité, qui n'y arrivent plus à cohabiter avec toutes les pensées qui sont faites aujourd'hui. Typiquement la pêche, la chasse, avec les questions, animales, enfin les questions écologiques et animales. Et c'était hyper bien traité, il y avait aucun... c'était très juste, il n'y avait pas de jugement, enfin c'était tout le temps en juste mesure. Je trouve qu'elle a parfaitement équilibré cette vision de la modernité et des traditions, de la femme et de l'homme, de la nature avec ce que l'homme fait à la nature. Franchement, c'est un roman bouleversant et que je conseille évidemment, sinon je n'en parlerai pas, mais qui a été une très grande claque. Le personnage de Lucie est très attachant, elle est vraiment divisée, en plus elle a un compagnon qui va pas forcément comprendre son choix de pas remettre d'implant mammaire et c'est un peu perturbant pour nous lecteurs parce qu'on sent on sent le poids de son regard sur le corps de Lucie et Lucie qui essaie de s'en détacher. Elle va rencontrer plein de personnages aussi très très chouettes et franchement elle évolue dans un monde qui est pas forcément qui donne pas forcément sa liberté à une femme quand on a plus de poitrine suite à un cancer, mais qui va prendre sa place et qui va essayer de la trouver. J'aimerais en parler des heures, mais je peux pas en parler des heures non plus. L'écriture est très accessible, très 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 juste. Donc voilà, je vous recommande fortement L'Octopus et moi de Erin Hortel. Voilà, aux éditions d'Alba. Autre point que j'apprécie grandement, que j'ai oublié de préciser dans cette maison d'édition, c'est leur charte graphique. Ils ont à chaque fois ce bandeau, ce bandeau-là, donc celui-ci. La charte graphique est due à Valérie Renaud et Rémi Tricot. Et franchement, moi je suis très très fan de cette charte graphique. C'est assez épuré, en même temps très joli et très, très classe. Moi j'aime beaucoup. Et surtout, ça rentre très bien dans une bibliothèque avec toutes les tranches colorées. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est L'Oiseau rare de Guadalupe Nettel, traduit de l'espagnol, mais du Mexique, par Joséphine de Wispeler. Je suis désolée à chaque fois si je dis mal les noms, mais... alors Guadalupe Nettel, elle a fait plein d'autres romans, notamment aux éditions Actes Sud. Moi, c'est la première fois que je découvrais sa plume, et j'avoue que j'ai été... je crois que c'est mon préféré de cette maison d'édition. Elle a une écriture qui paraît très... pas épurette, c'est pas le mot, mais assez cash, peut-être, c'est ça, assez cash, et en même temps, elle dit plein de choses, et elle parle des gens qui ont des failles, et pareil, avec une justesse magnifique. Donc dans L'Oiseau rare, on va suivre deux amies de longue date, une qui s'appelle Laura et l'autre qui s'appelle Alina, et elles se sont jurées depuis des années de ne jamais avoir d'enfants. Et en fait, on arrive quelques années après où leur amitié est toujours là, elles se fréquentent toujours, mais Alina a décidé d'avoir un enfant. Elle tombe enceinte et déjà ça bouleverse grandement la relation des deux copines, mais c'est surtout qu'en fait, à l'accouchement de Alina, elle va accoucher d'une petite fille, Inès, qui enfin l'accouchement va pas être de toute facilité et la vie après l'accouchement non plus. Et on est sur le désir de maternité, le désir de non-maternité, le fait d'être mère de différentes façons, toutes les façons d'aimer possibles au monde. On est sur un roman qui montre une sororité comme j'en avais peu lu et qui est pareil, qui est nuancé parce que du coup on est quand même sur des questionnements de vie assez importants, assez impactants et elles sont toutes les deux des convictions hyper ancrées en elles mais qui ne vont pas, qui vont parfois pas entacher mais un petit peu venir abîmer, enfin tirer sur le fil de leur relation tout en gardant ce lien parce que quand on est amis, bah, de toute façon on sait pas, les enfants changent la vie c'est sûr et certain mais là on est quand même sur
l'entraide, l'amour porté aux autres, l'amour porté à son enfant, mais aussi à ses amis, et surtout ouais, vraiment la manière d'être mère, mais de plein de façons différentes. Et c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé le ton donné à ces deux personnages parce qu'on a les deux points de vue, celui d'Alina et celui de Laura, même si on est plus de mémoire, on est plus sur le point de vue de Laura, il me semble, celle qui ne veut pas d'enfant. Et je trouve que c'est pareil, c'est dit avec une justesse époustouflante. Moi, je sais que c'est une question qui m'intéresse grandement, c'est ce choix de bouleverser toute sa vie en ayant un enfant, et elle en parle parfaitement. C'est ce désir de non-maternité chamboulé quand on a quelqu'un autour de soi qu'on aime qui a un enfant, mais aussi le fait que on peut avoir, comment dire, on peut avoir des enfants sans avoir d'enfants. Bon, faut lire le roman pour comprendre, mais voilà. Et c'est très très beau, et je pense que c'est mon préféré, c'est un petit bijou. J'aime pas dire cette expression, mais c'est un petit bijou, vraiment, et je le recommande chaudement 1000 fois. Je vais pas dire que des trois il faut choisir celui-ci, mais presque. Non, les trois sont très bien. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est Je suis une île de Tamsin Kalidas, traduit donc de l'anglais La Royaume-Uni par Caroline Bouet. Donc Je suis une île, c'est un roman d'autofiction, on va dire biographique, parce que Tamsin Kalidas nous raconte sa vie. Elle vivait à Londres avec son compagnon, ils ont vécu un cambriolage dans leur maison, ça a un peu chamboulé, ça l'a vraiment fortement impacté, et ils ont décidé du jour au lendemain de tout quitter pour aller vivre sur une île. Qui n'en a pas rêvé? On veut tous tout quitter pour aller sur une île. Sauf que eux, ils l'ont fait, ils sont acheté une petite ferme à rénover sur une île des Hébrides, donc c'est en Écosse, euh, où ils vont essayer d'aller vivre toute l'année, et vivre de cette ferme, vivre sur cette île. Euh, ça va pas se passer très très bien, il va y avoir le manque d'argent, il va y avoir des conflits entre les deux, dans le couple il va y avoir des conflits. Il va y avoir le très mauvais accueil des gens qui vivent sur l'île, et ça va être suffisamment rude pour mettre à l'épreuve le couple, et ils vont se séparer. Donc Tamsin Kalidas va se retrouver toute seule sur cette île, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça va pas être de tout repos. Elle nous raconte tout son parcours, donc du début de l'arrivée sur cette île jusqu'à son parcours aujourd'hui, parce qu'elle y vit encore, elle élève des moutons, je sais plus ce qu'elle fait, je crois qu'elle a aussi voilà, pratique la naturopathie et se consacre à l'apiculture, donc elle y vit toujours. Elle est vraiment dans la nature brutale, c'est-à-dire que la nature est naturelle, j'allais dire. Elle est dans toute sa force et dans toute sa globalité. Elle est brutale comme accueillante, elle est chaleureuse comme très froide. Et en fait, ça va être tout le parcours de Tamsin pour arriver à vivre en tant que femme seule sur cette île. Ça va pas du tout être facile, et son parcours est, je trouve, bon, j'allais dire émancipateur, mais c'est forcément émancipateur, mais très très marquant, et vraiment, je trouve assez admirable aussi, parce qu'il y a vraiment des passages où elle vit des choses pas faciles du tout. Je pense je pense en plus de ça que la solitude ne doit pas du tout être facile, surtout quand on est dans un milieu insulaire où les gens vivent vraiment entre eux, et accueillir une nouvelle personne, c'est pas du tout leur bon plaisir. Elle va être fortement rejetée quand même pendant une bonne partie, voire jusque presque à la fin. Mais en même temps, elle vit un renouveau avec cette île. Avec cette île et avec le lien à la mer, elle vit un renouveau, c'est-à-dire elle se sent à la fois libérée, et c'était pareil, c'est très fort. Alors le début du roman est un peu lent, j'ai eu un peu du... Arrivé à une certaine partie, j'étais un peu pas refroidie, mais je me demandais un peu où est-ce que ça allait. Et quand on arrive à un certain moment, on est pleinement dedans, et on est... Enfin, moi je trouve qu'on peut être que admirateur et admiratrice. Admiratif. On ne peut être que admiratif d'un tel parcours, parce que parce que c'est vrai que tout quitter et vivre sur une île, tout le monde le dit, personne le fait. Elle l'a fait, et elle prouve que c'est pas forcément idyllique. Mais par contre, ça reste quand même une expérience, je pense, de vie assez forte. C'est un témoignage, et je pense que si le sujet vous intéresse un tant soit peu, ou si le lien à la nature, pareil, vous questionne, je pense que celui-ci est fait pour vous. De toute façon, dans tous les romans d'Alva que j'ai lus, il y a beaucoup le point de vue. Je trouve que la nature revient très fortement. Et alors lui, celui-ci, on peut dire que c'est du nature writing, mais
mais les autres le sont pas forcément, mais il y a quand même ce lien à l'autre, je trouve. Euh, En gros, j'ai l'impression qu'on apprend à se connaître grâce aux autres, mais c'est un peu ça, enfin si. En fait, c'était des... Typiquement, ces trois-là, c'était des rencontres, moi, qui m'ont permis d'avoir un point de vue peut-être plus nuancé sur plein de sujets, sur plein de choses différentes, et qui m'ont un petit peu appris des choses sur moi-même. Donc, vraiment, c'est une maison d'édition que j'aime de tout cœur, que je soutiens. Là, ils ont encore des parutions qui arrivent, qui me tapent dans l'œil à chaque fois. Je trouve que les sujets me... Je sais pas, on dirait ils disent bah Margot, tu veux quoi? Tu veux qu'on publie quoi? Ça? Bon bah ok, c'est fait pour toi. Parce qu'à chaque fois, les sujets m'intéressent. Dans les romans un peu pêle-mêle des éditions d'Alva que je vous conseille plus ou moins, c'est-à-dire que c'est pas des énormes coups de cœur, mais c'est quand même des lectures assez impactantes qui, je pense, peut parler à beaucoup de monde. Il y avait L'Enfant Rivière, qui est une sorte de... Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Dans la forêt de Jean Eglund, mais on compare souvent beaucoup de romans un peu de ce type-là à Dans la forêt, à tort ou à raison, mais il y a ce côté dystopique où on va suivre une mère qui va essayer de retrouver son fils. Et c'était très fort, donc voilà, je pense que ça peut plaire. Moi, ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais ça peut plaire. Il y avait L'essai féministe, le patriarcat des objets que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très intéressant, de Rebecca Handler, où elle questionne, du coup, c'est typiquement le monde fait penser par les hommes et pour les hommes, parce que vraiment, elle parle de plein d'objets ou de plein de choses du quotidien qui ont été testés et brevetés et approuvés pour les hommes, et donc les femmes n'ont pas du tout été pensées pendant la conception de ces objets. Bon, typiquement, il y a les airbags et toutes ces choses-là où en gros ils ont fait des tests et breveté des choses en faisant des faux accidents qu'avec des mannequins masculins. Donc les femmes n'ont pas du tout été prises en compte. Il y avait plein de choses très intéressantes. Il y avait aussi Amour extérieur nuit de Mina Namous, si je ne dis pas de bêtises, qui est un roman français, donc là de littérature française, où on suit un amour dans l'Alger des années 2010. C'est pareil, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y avait un autre essai qui s'appelle Pour une résistance oisive, qui parle d'une résistance passive, qui était hyper intéressant aussi. Je crois que c'était Jenny Odell. Et un des derniers romans que j'ai lu, alors pourtant c'est un des romans, des premiers qu'ils ont publiés, mais moi c'est un des derniers que j'ai lu, il y avait Atmosphère qui était un roman où on suit une bibliothécaire, donc le roman est découpé par courtes phrases, un peu comme des aphorismes, où elle nous raconte un peu son quotidien entre les usagers de la bibliothèque, sa vie de famille, des réflexions sur les climato-sceptiques et sur le réchauffement climatique. C'était très drôle, très... Bon, pas que drôle, il y avait des moments un petit peu voilà, mais c'était quand même très drôle, très intriguant et j'ai trouvé que c'était une lecture très originale. Franchement, celle-ci m'a bien marquée, j'avais annoté plein de réflexions. Et dans les prochains que je dois lire, il y a celui-ci qui m'a été offert. Tout le monde sait que ta mère est une sorcière de Rivka Galchen. Donc là, c'est canadien et c'est traduit par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Et celui-ci, c'est celui qui vient de rejoindre, c'est une de leurs dernières parutions. Ça va parler de chasse aux sorcières, inspiré d'un vrai procès et du pouvoir de la rumeur. J'ai très envie de le lire, là ça va être le prochain. Et leurs deux prochaines parutions sont aussi très intéressantes. Si jamais vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous ne connaissiez pas cette maison d'édition, j'espère que ça vous a intrigué et suffisamment pour vous donner envie d'en lire au moins un. En plus là on arrive au mois de mars avec le Mars au féminin de Flow Books et la journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Donc je trouve qu'on est pile dans le mois pour mettre à l'honneur une maison d'édition qui ne publie que des autrices. Donc si jamais ça vous a donné envie d'en découvrir un, si oui, peut-être lequel. Et si jamais vous allez en lire un et que ça vous plaît, n'hésitez pas à venir me le dire, ça me fera grandement plaisir. Si jamais la vidéo vous plaît ou la chaîne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à partager et peut-être à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous souhaite de très très belles lectures et à la prochaine!